On sera jamais, ça c'est le propre de l'être humain, on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Donc c'est pour ça il faut pas attendre un résultat enfin pas désespérément, mais il faut pas attendre seulement le résultat, espérer seulement ce résultat, mais plutôt prendre du plaisir dans tout ce qui est le parcours vers ce résultat, dans le processus vers ce résultat, toutes ces choses qu'on met en place. C'est ça qui va nous donner envie de continuer, même dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'accueille une invitée, June. June est coach sportif et elle a un parcours peu banal et que je trouve très inspirant. Avec June, on s'est rencontrés dans une formation business et au fil de nos échanges hebdo, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant qu'elle vienne partager avec nous son parcours ainsi que les parallèles entre la musculation à haut niveau et l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment sa détermination, liée à sa passion, l'a amenée à changer radicalement de vie et à pouvoir aujourd'hui accompagner d'autres personnes à se transformer à leur tour. June décortiquera aussi avec nous les parallèles entre l'univers de la musculation et celui de l'entrepreneuriat, à la fois en termes de parcours, mais aussi en termes de mindset. Elle nous donnera ses points clés pour une ascension globale en termes d'état d'esprit. Alors, restez avec nous pour cet épisode qui va muscler aussi bien votre corps que votre mindset. Bonjour June. Hello, salut tout le monde. Est-ce que tu peux du coup commencer par te présenter un peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Ouais, alors donc moi c'est June, je suis passionnée de musculation, de nutrition, mais je suis aussi passionnée d'art, donc ça j'en parlerai un petit peu après. Je suis coach sportive en musculation et nutrition depuis 3 ans maintenant et je réalise principalement des suivis 100% personnalisés, c'est-à-dire que je vais vraiment aider les gens déterminés à changer, à se transformer physiquement mais aussi mentalement afin de les aider vraiment à le mieux optimiser possible, disons, leur entraînement, leur nutrition, mais aussi leur style de vie. Ok, justement, du coup, c'était ma première question en fait, parce que j'ai vu, j'étais curieuse, donc j'ai été regarder un petit peu ce que tu avais fait avant aussi, par où tu étais passée. Et là, du coup, j'ai été étonnée parce que tu es passée effectivement de l'art à la musculation. C'est pas banal du tout. Et puis, ça me parle un petit peu avec ma casquette d'artiste aussi à côté. Mais donc, du coup, je voulais en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée là? Comment tu es passée finalement de l'art à la musculation? C'est quoi ton histoire derrière? C'est quoi le moteur qui t'a poussée jusque-là? Ok, alors c'est un peu une longue histoire, donc je vais pas essayer d'être succincte, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu par étapes comment ça s'est passé. Quand j'étais au lycée, je me voyais vraiment pas faire autre chose que de l'art. Donc j'étais pas très douée pour le cursus scolaire, à part pour ce qui était des matières littéraires et artistiques. Euh, donc, j'aimais pas du tout le sport à ce moment-là. Donc, collège, lycée, il faut savoir vraiment que j'étais un petit peu la mauvaise élève. Je me débrouillais pour sécher les cours, pour me faire dispenser d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà. Donc, j'évitais un petit peu tout ça. J'étais pas non plus, je n'excellais pas dans tout ce qui était les matières scientifiques. Je n'avais pas, en fait, d'attrait pour ces matières-là, ce qui faisait que j'étais un petit peu... pas paresseuse, mais voilà, j'avais du mal à me plonger dedans. Et les seules choses qui m'intéressaient vraiment, c'était l'art et les matières littéraires, donc la philosophie, la littérature, éventuellement les cours de langue. À ce moment-là aussi, donc au lycée, j'étais assez fêtarde, je sortais beaucoup, je travaillais évidemment pour ce qui me tenait à cœur, mais à côté de ça, j'avais un rythme de vie un petit peu effréné.
Je faisais pas mal la fête. Et donc, après mon bac, que j'ai eu principalement grâce, je pense, justement à toute la partie artistique et littéraire, je ne me suis pas vue faire autre chose que les beaux-arts. Donc j'ai été aux Beaux-Arts. J'ai fait 1 an de préparation aux Beaux-Arts. Je crois qu'il y a 1 ou 2 écoles de prépa aux Beaux-Arts en France. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. C'est un rythme de travail très soutenu, la prépa aux Mhm. Beaux-Arts. Mais voilà, je faisais ça, ça me passionnait. Et en même temps, bah, je sortais quand même toujours beaucoup. Je faisais la fête avec mes nouveaux amis. Et une fois que je suis arrivée aux Beaux-Arts, ça a été encore amplifié. Ça a été encore amplifié. Ensuite, il faut savoir que les Beaux-Arts, c'est vraiment une école où il faut se débrouiller seul. Il faut se débrouiller seul. Il ne faut pas compter sur les autres. Il faut vraiment compter beaucoup sur soi. On peut aller vers les professeurs, mais il n'y a personne qui va nous tenir la main et qui va nous dire fais ci, fais ça. C'est à toi de te démerder pour montrer l'avancée dans ton travail. C'est à toi de te débrouiller aussi pour chercher des choses, pour comprendre, te diriger vers certains professeurs pour apprendre. Il n'y a pas de matière à proprement parler et il n'y a pas il y a pas de suivi à proprement parler, à moins que toi, tu ne t'impliques. Donc voilà, donc je suis arrivée aux Beaux-Arts. Je m'épanouissais beaucoup dans mon art, on va dire, toujours en faisant beaucoup la fête. Ok. Et il y avait ce côté-là de moi qui recherchait vraiment toujours plus bah voilà, dans la fête, en fait, dans la fête, dans le fait, je sais pas, de pousser un petit peu mes limites, peut-être, de me Hmm. de voir jusqu'où je pouvais aller. Il faut dire aussi que mon hygiène de vie n'était pas très bonne. Je fumais beaucoup, j'étais fumeuse à l'époque, je buvais régulièrement, je mangeais vraiment pas très bien, j'avais aucune connaissance en nutrition. Et en fait, j'avais aucune conscience de l'impact que ça pouvait avoir aussi sur mon corps, sur mon état d'esprit, sur ma santé. Et donc, ce gros mélange de fêtes, d'hygiène de vie pas très, disons, pas très optimale, si on veut, et, et aussi, euh, et aussi du fait que je ne prêtais pas du tout attention, bah, par exemple, à avoir une activité sportive, ça s'est envenimé petit à petit au fur et à mesure jusqu'au point où, à un moment donné, je me reconnaissais plus dans le miroir, je reconnaissais plus mon reflet dans le miroir. Donc voilà, jusqu'à mes 18, 19, 20 ans, tout allait très bien. Et puis d'un coup, en fait, je me suis pris un retour de bâton. Et aussi, je me rendais compte que j'étais essoufflée très, très vite. Et à chaque fois, terminer les soirées d'une manière un petit peu mauvaise, ça m'a fait aussi me rendre compte d'où j'allais. Et en fait, je me suis dit un jour, mais est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'aller, continuer à faire la fête enfin voilà, jusqu'au point de non-retour pour ton corps et à mettre 4 jours pour t'en remettre. Sauf que le Oui. lendemain, je réenchaînais sur des soirées, donc vraiment pas du tout, disons, correct vis-à-vis de mon corps. Une vraie prise de conscience, quoi, à ce moment-là. Ouais, une vraie prise de conscience par rapport à ça. D'ailleurs, je crois que c'était l'année de ma licence, donc Mhm. ma 3e année en art. Et, euh, et ouais, je me suis dit, bah, c'est pas ça que je veux en fait. Je veux pas continuer comme ça. J'ai pas envie de dégrader encore plus ma santé, mon corps. Et puis aussi, je me rendais bien compte que il y avait quelque chose qui relevait un peu de la tristesse ou de la colère que je canalisais vachement, que je canalisais beaucoup avec la fête. En fait, je me détournais complètement de ça pour ne pas écouter ce qui n'allait pas. Et je me suis dit qu'il fallait plus que je m'en détourne et plutôt que je le comprenne et que peut-être que je le canalise d'une autre manière. Mais voilà, en tout cas, que j'y prête davantage attention. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu une prise de conscience l'année de ma licence, je crois à peu près. Et donc, j'ai cherché à me mettre tout simplement, vu que je n'avais jamais fait de sport. Ouais, Ou du alors, coup, là, c'est là où très tout change. c'est ça.
et aussi à m'intéresser à mon alimentation. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc voilà. Ok. C'est comme ça que je suis passée, enfin, pour la première partie en tout cas. C'est comme ça que j'ai passé le cap un petit peu de me mettre au sport. Et après, j'ai quand même voulu aller au bout de mon master parce que c'était quelque chose qui me préoccupait vraiment et que j'avais des choses à faire en art et à terminer, qui Mhm. m'intéressaient beaucoup. Et, euh, et parallèlement, je me suis mise au sport et c'est là aussi que je me suis rendu compte petit à petit, ah, mais c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux aider les gens qui, comme moi, veulent changer et qui sont déterminés à changer. Parce que dès que je me suis mise au sport, il faut savoir que j'y suis allée à fond. Vraiment, pas en faisant les choses à moitié. Je me suis mise tout d'abord au CrossFit, qui est un sport assez intense, alors que Mhm. je n'avais aucune connaissance de mon propre corps. Et voilà, je suis vraiment allée à fond, j'y allais presque tous les jours. Enfin, j'avais vraiment envie de progresser. Je me disais, ouais, je vais faire des compétitions, tout ça, alors que enfin, j'avais pas du tout le niveau. Voilà, je débutais, une pleine débutante, mais j'avais déjà des étoiles plein les yeux et surtout, j'avais cette envie de transmettre ma passion et de transmettre la possibilité de changer, en fait. Donc voilà. Ok. Donc, c'est se donner à fond un petit peu, c'est ça qui t'a permis aussi, bah, du coup, tu m'avais raconté un peu, mais de terminer aussi ta licence d'un côté, avant de te lancer aussi à fond dans l'activité là, que tu fais maintenant et de tout ce que tu apportes aujourd'hui aux autres. Effectivement, je pense que j'ai ce côté où je fais vraiment les choses à fond. Donc, quand j'ai fait la fête, quand j'étais un peu fêtarde, je le faisais vraiment à fond, jusqu'à vraiment toucher les limites de mon corps. Quand j'ai fait les beaux-arts, je l'ai fait à fond parce que ça me passionnait. Donc, je suis très contente de mon parcours aux beaux-arts. Moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup épanouie, qui m'a permis de me construire, je pense, qui m'a permis aussi de comprendre certaines choses sur moi-même, hein, surtout. Et donc voilà, et donc quand j'ai commencé le sport, bah, pareil, j'y suis allée à fond, vraiment à fond. Et l'alimentation, pareil, je me suis dit, c'est pas OK, je commence un petit peu, non, moi, c'est tout ou rien. Pareil, quand j'ai arrêté de fumer, quand j'ai arrêté la cigarette, c'était du jour au lendemain. Tous mes amis ne me pensaient pas, entre guillemets, capable d'arrêter comme ça, parce qu'il faut savoir quand même que je fumais beaucoup. Mais en fait, quand j'ai pris une décision, pour moi, c'est radical, je m'y tiens. Et voilà, il n'y a pas de plan B, C, D. En fait, il n'y a que ce plan-là, le plan A, et je m'y tiens et j'y vais à fond, quoi. Donc, je pense que c'est une part de détermination qu'il y a par rapport aussi simplement au fait que je sois passionnée ou investie ou que ce sont des choses qui me tiennent à cœur, en fait. C'est des choses qui me tiennent à cœur parce que forcément, je vais peut-être être moins à fond dans d'autres domaines de la vie, hein. Il y a pas, je ne suis pas à fond partout, Mm. mais voilà, je pense que pour les choses qui me passionnent, je suis assez déterminée et voilà, et donc j'y vais à 100 à l'heure, quoi. Ça marche. Mais du coup, ouais, enfin, effectivement, là, ça a dû te demander beaucoup de détermination aussi parce que bah, tu partais vraiment de zéro sur le côté sport. Bah, tu t'y es mis au début bah, pour toi, justement, parce que tu avais vu les limites de ton corps aussi. Tu avais envie bah, que ça s'améliore. Tu voyais les besoins que tu avais d'optimiser ta santé, ton corps que tu ne reconnaissais plus. Aujourd'hui, bah, tu vis vraiment de cette passion-là, c'est-à-dire que vraiment tous les jours, tu t'entraînes, tu tiens une hygiène de vie qui est complètement différente de ce que tu as pu nous raconter sur ton histoire passée. Mais du coup, alors, bah, comment tu fais finalement pour arriver à une telle discipline? C'est quoi ton secret? Alors, il n'y a pas de secret, hein, déjà. Il n'y a pas de secret. Et je pense quand même que la détermination et la discipline, ça se travaille au fur et à mesure. Surtout quand on sait pourquoi on fait les choses. Je pense que ça c'est quelque chose aussi qui peut être la clé euh, de la compréhension chez certaines personnes. Parce que, bah, voilà, être motivé, par exemple, on va être motivé au début pour toutes les choses qu'on entreprend.
Puis après, la motivation, elle va s'étioler un petit peu, ça va être mis à l'épreuve et ça peut s'effriter, en fait, tout simplement. Alors que si on est déterminé, si on sait pourquoi on fait quelque chose, eh bien, on va créer la détermination. En fait, c'est plutôt comme ça. On va créer la détermination parce que la vision qu'on a de notre point d'arrivée ou de notre parcours, de notre processus, est claire et nette, en fait, même s'il y a des obstacles. Ouais, et je pense que c'est pour ça que je suis autant disciplinée, si on peut dire, dans mon domaine. Mais il faut savoir quand même que je peux être très organisée et très disciplinée sur ce qui est du sport, sur ce qui est de l'alimentation, sur ce qui est de mon hygiène de vie générale, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit de faire ma compta ou de structurer mon business, ou d'être présente sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense qu'on a tous des prédispositions à s'investir sur certains plans de notre vie, selon aussi nos périodes de vie. Peut-être que toi, Christelle, en ce moment, tu vas être hyper déterminée, hyper disciplinée pour ce qui est la création de ce podcast et que ça va durer en fait toute ta vie parce que tu es passionnée par ça, parce que ça y est, tu sens que tu as trouvé ta voie, mais que tu vas avoir plus de mal sur l'alimentation parce que tu relègues ça au second plan ou même au troisième plan parce que peut-être qu'il y a aussi ta famille qui passe avant, ta vie sociale. Donc voilà, en fait, c'est comment, ou plutôt quelle importance tu accordes à ce domaine-là de ta vie pour être déterminé, investi et pour optimiser au maximum ce que cela englobe. Je pense que c'est ça. Et par exemple, pour moi, l'alimentation, ça n'a pas toujours été simple et je n'ai pas toujours été aussi rigoureuse. Je suis passée par beaucoup de phases, de recherche, d'expérimentation, de troubles aussi, de TOC, disons, de pulsions alimentaires aussi. Hein. C'est pour ça que je m'y connais aussi assez bien pour ce qui est du comportement émotionnel vis-à-vis de l'alimentation. C'est parce que moi-même, j'en ai eu beaucoup. Mais je pense que maintenant, j'en suis complètement sortie parce qu'en fait, j'ai aussi cherché à apprendre, cherché à comprendre pourquoi ça arrivait. Et aussi parce que maintenant, ma vision est plus claire. Ma vision est plus claire et donc, ça me permet d'être beaucoup plus structurée et beaucoup plus rigoureuse. Finalement, quelque part, en fait, tout ce que là, enfin, aujourd'hui, ce que tu enseignes à tes élèves, c'est quelque chose que toi-même, tu as vécu, tu es passé par les endroits où ils sont passés, tu as vécu les difficultés qu'ils peuvent avoir à se construire justement toute cette partie-là, hygiène de vie, sur la partie nutrition, sur la partie activité sportive. Alors, moi, sur le côté nutrition, ça va, j'ai fait quand même des avancées, mais alors sur le côté sport, je peux te dire que ça me parle beaucoup parce que cette partie-là, elle est encore à optimiser. Mais du coup, aujourd'hui, là, donc, je pense que c'est aussi ça qui fait que tu es aussi proche de tes élèves aussi et que ça te donne la gouache voilà, pour vraiment les motiver parce que tu sais par où ils passent, mais tu sais qu'ils peuvent s'en sortir aussi, qu'ils peuvent avancer comme toi, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu leur proposes quoi, du coup, à tes élèves? Comment tu les accompagnes au quotidien? La plupart des personnes qui me contactent aujourd'hui, les personnes qui sont mes élèves, ont en général quand même une expérience de la musculation. De la musculation, étant donné que c'est le domaine principal dans lequel j'enseigne et je transmets mes connaissances. Par exemple, je ne vais pas faire de la programmation de course à pied. Ça, c'est pas mon domaine. Donc voilà, il faut savoir quand même que j'ai des spécificités qui sont la musculation, la nutrition et le style de vie. Donc voilà, donc les personnes qui viennent me voir ont quand même une petite expérience en général de la musculation. Parfois, ça peut être des grands débutants ou alors des semi-débutants. Et j'ai aussi des personnes qui sont d'un niveau intermédiaire à avancé. Et oui, pour la plupart, il y a quelque chose qui pêche parce que soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de l'entraînement, elle bloque, ou peut-être même au niveau du style de vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une, disons, peut-être
peut-être pas une blessure, mais il y a quelque chose qui pêche, qui fait qu'elles n'ont pas le physique auquel elles aspirent, je vais dire, auquel elles aspirent. Et donc ça, en général, c'est lié à la musculation et la nutrition de manière générale. Et elles ne savent pas comment structurer leur entraînement ou leur alimentation pour progresser. Il faut savoir que quand on veut se transformer physiquement en musculation, il faut progresser en fait. On ne peut pas rester constamment aux mêmes charges, on ne peut pas constamment rester aux mêmes répétitions, sinon en fait le corps il ne va pas comprendre qu'il y a un stimulus et il ne va rien faire pour changer. Et l'évolution du corps, elle passe par l'adaptation, et donc cette adaptation, elle résulte d'une contrainte qu'on applique au corps. Donc voilà, donc, ce que je fais, c'est que je leur propose un suivi vraiment très, très personnalisé, très, très personnalisé en matière autant d'alimentation, d'amélioration du style de vie que de l'entraînement. C'est-à-dire que vraiment, tout y passe. Je vais chercher vraiment à comprendre au mieux la personne en lui posant des questions par un questionnaire. Et après, je vais vraiment chercher à la faire progresser en trouvant les mouvements qui sont le mieux pour elle par rapport aussi à aux capacités qu'elle a actuellement, ce sur quoi elle veut mettre l'accent, mais aussi ce que moi je vois et que je me dis ah oui là par exemple on voit qu'elle a les épaules trop en avant, ok je vais mettre beaucoup de renforcement, enfin beaucoup d'exercices au niveau du dos, de l'arrière d'épaule pour vraiment faire ouvrir cette cage thoracique. Enfin, c'est un exemple tout bête, hein, c'était juste pour illustrer. Donc voilà, je donne vraiment un plan d'action détaillé avec un suivi hebdomadaire. Donc c'est pas ok tiens tu prends ça et démerde-toi. C'est vraiment un suivi, semaine après semaine, on va échanger sur comment a été la semaine, quel est ton niveau de stress, comment as-tu dormi, comment as-tu marché dans la semaine, est-ce que tu as été suffisamment actif, est-ce que tu as fait tous tes entraînements, est-ce que ça a été au niveau de l'alimentation, est-ce que ça a été ton niveau de satiété, est-ce que tu as eu des repas libres, c'est-à-dire des repas qui sont en dehors je dis la diète avec des gros guillemets, c'est simplement pour dire que voilà, il y a un plan qui est là pour indiquer certaines choses et les repas libres sont là pour simplement, ok, est-ce que tu es allé au resto? Il n'y a pas de souci, hein, tu peux aller au resto évidemment, il n'y a pas d'interdiction, mais simplement pour savoir et pour mettre en rapport avec l'évolution des mensurations que je regarde aussi chaque semaine. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a tout qui est assez poussé. Et l'expérience qui est récurrente pour mes élèves, c'est celle de la prise de confiance en soi, mais aussi la recomposition corporelle, donc qui est un petit peu, je dirais, je ne saurais même pas comment le qualifier, mais voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait sur moi, et c'est ce que je fais sur mes élèves. Parce que la recomposition corporelle, en gros, ça signifie simplement rééquilibrer un petit peu son corps, rééquilibrer les masses corporelles de son corps pour avoir l'air plus tonique, athlétique, galbé, musclé. En fait, ça veut simplement dire musclé, mais tout le monde a peur de ce mot et pense qu'ils vont devenir Hulk, alors que pas du tout. Être tonique et musclé, ça se travaille sur des années, des années, des années. Et voilà, et parfois pour un même poids. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la musculation, je pesais à peu près 58 kilos, mais je ne ressemblais en rien à ce que je ressemble maintenant. Et la dernière fois que je me suis pesée, là, j'étais à 60 kilos et je suis beaucoup plus tonique, beaucoup plus musclée. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Et en termes de confiance en soi, disons, de changement un petit peu d'état d'esprit, le fait de prendre confiance en soi grâce à la musculation, en fait, ça l'est, disons, comment dire, ça se superpose un petit peu à leur vie de tous les jours. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Elles se sentent plus assurées, plus déterminées. Elles ont moins peur du regard des autres aussi, parce qu'il y a ce côté-là, quand on va à la salle de musculation, ah, mais j'ai peur qu'on me regarde. Et en fait, je pense que le fait
d'avoir quelqu'un avec qui échanger sur comment on exécute les mouvements, le fait aussi que je les corrige. Donc voilà, je leur demande de m'envoyer des vidéos. Donc c'est aussi un exercice qu'elles font. Elles doivent se filmer, les élèves doivent se filmer. Et ça, c'est quelque chose, en général, ils sont là au début. Ah non, mais moi, je ne veux pas me voir en vidéo. Non, mais si, tu vas te voir en vidéo et puis même, tu vas me l'envoyer et moi, je vais te corriger pour que ton mouvement soit de plus en plus parfait. Parce qu'il faut savoir que souvent, on n'exécute pas correctement, en tout cas au début, quand on est débutant, on n'exécute pas forcément correctement les mouvements. Et avoir des retours sur l'exécution de nos mouvements, c'est vraiment quelque chose qui aide à progresser. Et je pense que voilà, toutes ces petites choses superposées font qu'elles prennent confiance en elles. Le fait aussi de voir leur corps changer, hein, forcément, on ne va pas enlever la dimension, la dimension physique a un impact vraiment sur notre perception de nous-mêmes et forcément sur la confiance qu'on va avoir en nous-mêmes. Elles apprivoisent gentiment l'image de soi. C'est ça. Je pense que les personnes qui viennent me voir, surtout celles qui n'ont pas du tout confiance en elles, commencent à mieux s'accepter à partir du moment où elles mettent en place des changements positifs dans leur vie. Donc, que ce soit sur leur style de vie, leur alimentation, leur entraînement. Parce qu'il y a un soutien. Il y a un soutien, on est là pour échanger, on est là pour faire, je suis là en tout cas pour échanger avec elles, pour parler de leurs problématiques. Je ne suis pas psychologue, hein, bien entendu, je ne suis pas là pour faire ça, mais simplement pour leur donner des pistes à explorer et surtout pour leur faire prendre conscience qu'on n'est qu'à une étape en fait. On n'est qu'à une étape. Là, quand on commence le suivi, ok, elles en sont au point A, mais petit à petit, elles en seront au point B, puis C. Et en fait, plus on va avancer, plus elles auront confiance en elles, plus aussi leur perception d'elles-mêmes va s'améliorer. Et voilà, en fait, c'est comme un cercle vertueux. Donc, le but, c'est qu'elles soient autonomes, mais pour la plupart du temps, les suivis durent entre 6 mois, 12 mois, et j'ai des personnes que j'ai depuis plus d'1 an parce qu'en fait, elles continuent de progresser avec moi et simplement parce que ça leur convient très bien d'avoir ce suivi et cet échange régulier avec moi. Donc voilà pour l'expérience un petit peu que je réserve à mes élèves. C'est marrant parce qu'en fait, en t'entendant parler, j'y voyais plein de parallèles avec le coaching aussi, de mes propres clients aussi, où parfois ils viennent pour un certain sujet, mais qu'en vrai, tout le processus travaille aussi sur d'autres choses aussi. Et clairement, même s'ils viennent pas, par exemple, pour le côté confiance en eux, souvent, c'est aussi quelque chose qui se construit au fur et à mesure parce que plus on avance vers ses objectifs et plus on voit les transformations et les étapes au passage et plus la confiance, elle vient aussi. Donc, c'est marrant, ça me parlait vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire de toute manière dans ce qui est du coaching, hein, du coaching, que ce soit le coaching mindset, le coaching entrepreneurial, coaching confiance en soi et coaching musculation. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, étant donné que moi-même, je suis passée par beaucoup de phases, beaucoup de stades différents, dont certains moments où je n'avais vraiment pas du tout confiance en moi, étant donné qu'on m'a beaucoup remis en question, on m'a beaucoup... je pense qu'on a beaucoup douté de moi, mais aussi peut-être parce que moi-même, je doutais de moi. Donc, forcément, je devais renvoyer une image d'absence de confiance en moi qui faisait que autour de moi, on doutait de moi. Enfin, voilà, c'est l'engrenage vicieux. Voilà, l'engrenage vicieux. Et donc, forcément, ouais, toute cette dimension un petit peu émotionnelle, psychologique, c'est quelque chose que j'aime partager que j'aime partager avec mes élèves, que ce soit en one-to-one ou en parlant de manière un peu plus générale sur le groupe d'échange qui est réservé à tous les élèves.
Ça marche. Et justement, du coup, là, tu me dis effectivement, c'est cette dimension-là aussi, parce que je sais qu'elle a été importante pour moi, cette dimension aussi que j'apporte aussi à mes élèves. Aujourd'hui, qu'est-ce que, parmi tout ce que tu fais, du coup, de tout cet accompagnement qui finalement va bien plus loin que l'accompagnement musculation simple, tel qu'on pourrait le penser, tu vois, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans tout ce que tu fais? Alors, ce que je préfère dans ce que je fais, en fait, je ne sais pas s'il y a quelque chose particulièrement que je préfère. Je crois que j'aime à peu près tout ce que je fais quand je le fais, en tout cas pour tout ce qui est du coaching vraiment avec mes élèves, quand j'échange avec eux particulièrement. Quand on prévoit les visios, j'essaie de prévoir des visios réguliers avec mes élèves pour échanger, enfin, c'est-à-dire réguliers, je leur propose une fois par mois qu'on échange, mais en plus de ça, on échange quand même toutes les semaines par WhatsApp, par le biais en fait du suivi. Ce que j'adore en fait, c'est voir vraiment leur évolution, leur chemin parcouru. Donc, je ne vais pas mentir, ce qui me fait kiffer vraiment, c'est quand j'ai les photos du tout début et quand 6 mois après, je leur fais le avant-après, je leur envoie et qui sont ah ouais, quand même. Parce que forcément, eux, ils ne se rendent pas compte du chemin, ils ne se rendent pas compte de la différence semaine après semaine. Mais moi, mois après mois, j'ai leurs photos et à chaque fois, je mets en rapport et je vois comment ils évoluent. Et OK, le premier mois, on ne voit pas grand-chose. Le deuxième mois, on commence à voir. Puis le troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est là qu'ils commencent vraiment à avoir des changements, mais de fou pour certains. Ensuite, ça dépend. C'est toujours à la hauteur de l'investissement de la personne. Et ensuite, il y a parfois d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Faut pas non plus culpabiliser les gens dans le sens, il y a des personnes qui mettent beaucoup de choses en place et qui n'ont pas des résultats au bout de 6 mois, par exemple, ce qui était mon cas quand j'ai commencé. Et il y a des personnes qui vont avoir une évolution beaucoup plus fulgurante. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas, dire, OK, tu évolues doucement. Enfin, ça, je ne le dis jamais. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout lieu. Il n'y a pas de comparaison possible entre deux élèves. En fait, chacun est différent. Mais voilà, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de voir leur évolution, mais aussi de voir leur progression en termes d'entraînement. J'ai des élèves qui commencent, qui savent presque rien faire ou qui ont qui ont des charges de travail sur certains exercices qui sont vraiment, pas qui sont faibles ou quoi, mais qui sont ce qu'elles sont. Et puis après 6 mois, il y a un écart de fou, il y a une progression de dingue. Pour certains, il y en a qui passent les tractions, des dips, donc des exercices au poids de corps qui sont assez exigeants. Et eux-mêmes, ils sont épatés en fait de leur progression. Mais ils sont là, oui, oh là là, j'ai l'impression de ne pas faire assez bien, que ça ne va pas assez vite. Et je lui dis, hé, regarde ce qu'on a fait il y a 6 mois et regarde ce que tu fais maintenant. Et c'est ça qui est super. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Donc forcément, ça passe par l'échange avec eux. Et puis ouais, je suis hyper contente quand je vois aussi que ça va bien. En fait, quand les élèves, enfin, de manière générale, même peut-être moi, hein, même peut-être vous qui nous écoutez, on dit souvent quand ça va pas, mais pas toujours quand ça va bien. Mais des fois, mes élèves, ils me disent quand ça va bien, quand même. Quand ils me disent, ouais, là, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je sens qu'à l'entraînement, je suis une machine, je fais des trucs de fou. Et bah, ça, pour moi, c'est super, en fait. Je me dis, bah ouais, j'ai tout gagné, quoi. J'ai un élève qui se sent bien, qui arrive à suivre des principes alimentaires pour atteindre ses objectifs tout en se faisant plaisir de temps en temps, sans exagérer, qui est actif, qui s'entraîne suffisamment pour avoir une évolution, sans tomber non plus dans le no pain, no gain, je m'entraîne H24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas du tout mon credo non plus. Et ouais, juste ça, juste voir qu'ils se sentent bien, pour moi, c'est le plus plaisant en fait dans mon travail.
Ouais, non, c'est clair, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai on voit souvent quand ça va pas, mais c'est dur de voir quand ça va et pourtant, c'est tellement important, non seulement de le voir, de s'en rendre compte, mais aussi du coup de le célébrer, quoi, vraiment de l'ancrer, parce que même d'un point de vue pour le cerveau, en fait, c'est hyper positif quand tu indiques à ton cerveau que c'est ça qui est bien et que c'est chouette et que tu ancres ces messages-là. En fait, au lieu que ce soit un mini chemin dans ton cerveau de cette réussite-là, tu en fais une autoroute et du coup, ton cerveau, la prochaine fois, il sait que c'est vers là qu'il faut aller, quoi. Donc, c'est hyper important. Complètement, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ouais, moi, j'essaie de pas trop. Enfin, je crois que j'ai un petit problème, en fait, peut-être par rapport à avant, avec le fait de dire que, enfin, d'avouer que ça va pas, en fait. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je mets jamais que ça va pas, en fait. Je me dis, c'est pas l'endroit. Ensuite, je sais que parfois, c'est bien d'être transparente, mais je pense que le fait d'avoir été parfois dans des états d'esprit, des émotions un peu plus négatives, font que maintenant, j'ai beaucoup de mal à en parler, en fait, à en parler ouvertement et à dire que, bah oui, aujourd'hui, ça va pas, ou, enfin, parce que ça peut arriver hein, de ne pas être bien, de ne pas être au top, d'avoir des choses qui font que ça influe un petit peu sur notre énergie. Mais voilà, j'essaie de ne pas trop en parler. Et pourtant, peut-être que, enfin voilà, il y a un équilibre, je pense, à trouver entre les deux. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment important de dire quand ça va bien. Et je pense que c'est même euh, plus important quand même de marquer effectivement quand ça va bien pour justement comprendre ou chercher à comprendre quand ça va pas bien. Bah, ok, pourquoi ça ne va pas bien? Est-ce que dans mon alimentation tout va bien? Est-ce que est-ce que j'arrive à m'accorder des temps pour m'entraîner ou pour avoir une activité pour moi, pour, euh, pour que, pour que je me recharge, pour que je me recharge en énergie positive, que je fasse des choses qui m'apportent du bonheur, de l'épanouissement. Et, et le fait de comprendre un petit peu ce qui ne va pas, ça va nous permettre aussi de comprendre ce qui va bien et comment basculer de l'état un petit peu négatif, broyé du noir, à l'état neutre ou positif. Je mets des choses en application pour aller mieux si je sens que mon énergie est basse. Je pense. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense que, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une logique aussi à un moment donné à vraiment s'observer, pas s'observer pour avoir genre l'ego et juste avoir l'œil rivé sur ce qu'on fait ou quoi que ce soit, mais simplement pour noter les différences et noter et savoir prendre en compte ce qui a pu être différent pour redresser, pour trouver des stratégies aussi différentes en fait pour pouvoir améliorer les choses en effet. Alors j'entends dans ce que tu me dis, il y a quand même pas mal de choses finalement. On est un peu entre les deux. Tu me parles du coup de l'entraînement sportif, mais aussi du coup tu es entrepreneur. Et on sent que il y a pas mal de parallèles du coup entre les deux. Dans ce que tu me dis aussi, quand ça va bien, quand ça va pas bien, ça va bien d'un point de vue sportif, mais aussi il y a l'entrepreneur derrière aussi. Quand ça va bien, quand ça va pas bien, il y a des choses aussi à mettre en parallèle. Aujourd'hui, c'est quoi justement les parallèles que tu fais, les points communs que tu vois entre ton entraînement, tu vois, en sport et toute la partie musculation, mindset pour t'entraîner et pour tenir cette hygiène de vie et cet équilibre-là, et le mindset que tu mets dans le fait de aussi construire ton business, toute ta vie d'entrepreneur aussi, faire vivre ton activité. Ouais. Écoute, dès que j'ai commencé en fait à travailler, je me suis mise tout de suite en auto-entrepreneur, je me suis tout de suite mise à mon compte, même si je faisais des prestations dans une salle de CrossFit et dans différentes salles de sport hein, ou pour des associations, des choses comme ça. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec l'autorité. J'ai D'accord. toujours eu du mal avec l'autorité, enfin, que ce soit même au lycée, même aux Beaux-Arts, en fait, il n'y avait pas d'autorité. Enfin, voilà, il n'y avait pas de... Ouais, il y avait pas du tout ce principe de, je sais pas, enfin, la hiérarchie n'est pas la même, même s'il y a des professeurs, ce n'est pas la même chose, je pense, qu'en fac ou que
dans certaines universités. Enfin, je n'ai pas fait la fac ni l'université, donc je n'ai pas de possibilité de comparaison. Mais voilà, je pense par rapport à ce qu'on m'a dit que c'est pas tout à fait la même chose. Et ouais, en fait, le fait est que j'ai jamais été, enfin, à part quand je faisais des petits jobs étudiants, et même là, j'avais beaucoup de mal avec l'autorité, justement. Je n'ai jamais été salariée. Et dès que j'ai terminé mon diplôme d'éducateur sportif, je me suis mis à mon compte. Et, euh, et ça a été, entre guillemets, compliqué parce que je n'avais aucune connaissance dans l'entrepreneuriat. Pendant le BPGEP, c'est-à-dire le diplôme d'éducateur sportif, on ne nous apprend pas à entreprendre, on ne nous apprend pas à travailler. Aux Beaux-Arts, niet aussi, hein, il faut dire, et au lycée, que dalle. Donc voilà, en fait, on ne nous apprend pas à créer une entreprise, à être son propre patron, ça c'est sûr. Et donc, s'il y a un parallèle à faire entre ma pratique de la musculation, du sport et l'entrepreneuriat, je dirais vraiment que c'est la patience, beaucoup. La patience, mais aussi la persévérance, le travail, mais aussi la recherche, beaucoup de recherche. Oui, la persévérance et simplement le fait de peut-être de cheminer voilà, à son propre rythme parce que forcément, la première année d'entrepreneuriat, elle n'est pas du tout la même que ma troisième année. Mais voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses chouettes, des choses moins chouettes, je me suis fait avoir. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est normal en fait. Il faut tester des choses et il faut aussi peut-être se faire avoir pour savoir aussi quelles erreurs éviter, comment adapter un petit peu son entreprise à, je sais pas, à certaines modalités de la vie administrative, des choses comme ça, quoi. Et oui, et même si des fois, on n'est pas sûr que chaque mois va être rentable. Aujourd'hui, je gagne correctement ma vie, mais je ne fais pas non plus les trucs des entrepreneurs à 10K par mois. Les fameux trucs des entrepreneurs à 10K par mois. Voilà, mais même pas 5K en fait, des fois. Ça va dépendre, ça dépend beaucoup. Et j'en suis pas du tout là. Et des fois, voilà, même moi, je suis un petit peu impressionnée et je me dis, waouh, enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour atteindre ça? Et en fait, je me dis, bon, j'y vais à mon rythme en fait. Surtout, je crois en ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'ai un toit sur la tête. Disons que mon niveau de vie est loin d'être déplorable. Donc, je suis heureuse avec ce que j'ai et j'essaie surtout, j'essaie d'apprendre chaque année un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation d'Aline, hein, parce que je me suis dit, ça va m'aider peut-être à faire évoluer, à faire grandir mon business d'une certaine manière. Et voilà, et je pense que par rapport à ma pratique aussi, le fait d'être motivé, ça suffit pas en fait pour entreprendre. Être motivé, c'est bien. Moi, je suis toujours motivée quand je commence quelque chose dans l'entrepreneuriat, puis très souvent, au bout de quelques semaines, ça s'effrite. Je suis moins motivée et donc là, je me dis, OK, mais il faut quand même que tu poursuives parce que tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux vivre de ça et que tu ne veux pas prendre un petit job à côté, ce qui est OK hein, pour les personnes qui le font, il n'y a rien de mal à ça. Mais moi, mon désir, c'est vraiment vivre pleinement de ça, continuer à vivre pleinement de ça. Donc voilà, là, ça fait depuis septembre 2021 que je suis entièrement online, c'est-à-dire que je suis complètement que sur mon business personnel, que je ne donne plus en fait de cours de CrossFit que j'ai donné pendant 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc voilà, donc là, je me dis, maintenant, tu peux compter sur personne d'autre que toi-même. Donc, va falloir se sortir les doigts, pardon. Va falloir mettre le coup de pied aux fesses et
et surtout ne pas perdre de vue pourquoi tu le fais et, et se dire que en étant déterminé et en étant constant, même s'il y a des périodes qui sont plus basses en énergie que d'autres, où on produit peut-être moins de contenu, où on a peut-être moins d'élèves, c'est pas grave. Il faut quand même continuer et c'est comme ça qu'on ira loin, quoi. Et si aujourd'hui, tu vois, je faisais comme toi, tu fais avec tes élèves, et que je te présentais la photo de toi entrepreneur maintenant, et puis la photo de toi entrepreneur d'il y a du coup 3 ans, je crois, tu m'as dit, c'est Ouais. ça? Comment tu réagirais, à ton avis? Attends. Je pense comment je réagirais. Je ne sais pas. En fait, je pense que je verrais deux personnes quand même assez différentes. Parce que quand j'ai commencé, je pense que je n'avais pas du tout confiance en moi. Donc, on rejoint un petit peu ce que je t'ai dit au début. C'est que quand j'ai commencé à être coach, il y a aussi beaucoup de personnes qui doutaient de moi, qui disaient, quoi, June, elle veut être coach, mais enfin, what the fuck, en fait, what the fuck. Et même certains coordinateurs et tuteurs d'éducateurs, enfin de mon cursus d'éducateur sportif, m'ont dit, OK, June, tu as vachement de connaissances, on voit que tu es passionnée, mais par contre, ton physique ne suit pas. Donc, il va falloir mettre la pédale d'accélérateur, quoi, ou il va falloir te concentrer là-dessus. Puis même, enfin voilà, des bruits de couloir. Donc, je dis ça, mais dans mon entourage proche, on n'a jamais douté de moi. Donc, enfin voilà, ma mère n'a jamais douté de moi, elle m'a toujours soutenue. Des amis proches m'ont toujours encouragée, ont toujours été étonnés en fait de mes changements, mais d'une manière positive. Mais voilà, un entourage plus lointain, disons plus un cercle, enfin voilà, un cercle d'entourage, a beaucoup plus douté de moi, ce qui fait aussi que, étant donné que je pense que ces personnes avaient un petit peu cette, comment dire, ce statut d'autorité, parce que c'était soit des coordinateurs, des choses comme ça, des tuteurs, ou alors des personnes qui étaient plus fortes que moi, qui étaient dans la salle où je m'entraînais à l'époque, je pense que ça a eu quand même beaucoup d'impact sur la perception que j'avais de moi-même. Et en même temps, ça m'a donné ce petit côté rageux, ce petit côté rage de vaincre, je pense, que j'ai toujours eu en moi aussi, parce que je pense que j'avais pas mal d'émotions, pas négatives, mais que j'avais beaucoup de colère en moi en raison de différentes choses. Mais oui, si on met deux photos, genre moi qui débute l'entrepreneuriat et qui débute la muscu, parce que c'était un petit peu ça aussi. Et moi maintenant, je pense que on voit deux personnes totalement différentes. On voit une June qui n'a pas trop confiance en elle, qui est une petite crevette qui pèse 50 kilos et voilà, et qui sait, qui sait pas trop où elle va. Et aussi, elle sait où elle va, mais elle a un petit peu, elle y va doucement. Et surtout, les progrès se mettent lentement en place. Et 3 ans après, je pense qu'on a une June un petit peu plus sûre d'elle, plus confiante, qui a atteint quand même un certain équilibre dans sa vie pro, même si c'est pas tous les mois pareil. Certains mois sont plus stressants que d'autres, c'est normal. Et sur le domaine, et sur le plan personnel aussi, je pense que on a une June beaucoup plus sereine et épanouie, quoi. Donc, on voit vraiment aussi le parallèle que tu peux avoir finalement là de ce que tu nous dis de la June d'il y a 3 ans et la June de maintenant. C'est aussi ce que tu vois dans tes propres élèves aussi. C'est assez. Ouais, je pense dingue. Aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est ce que j'espère faire vivre à mes élèves, je pense, au-delà de tout ce qui est progression à l'entraînement, changement physique. C'est, je ne sais pas si je le transmets bien, je l'espère. Enfin, je pense que oui, de manière générale, à force d'échange, je pense quand même que j'insuffle un petit peu cette énergie-là, d'avoir ce changement d'état d'esprit vers je sais pas, une acceptation de soi, mais aussi accepter de changer et ne pas se résigner, en fait, ne pas se résigner, ne pas se dire, OK, les choses, elles sont comme ça et
et jamais ça sera autrement. Bah si, en fait, on peut changer les choses. On peut changer les choses, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on pense, mais si on a envie, et surtout si on est déterminé à changer, bah, ça va changer. Et du coup, ouais, tu me dis effectivement affirmation de soi, affirmation aussi, acceptation du changement. Pour toi, c'est des choses en termes de mindset qui t'ont vraiment beaucoup aidé, qui t'ont fait grandir aussi, que tu vois tes élèves grandissent aussi. Est-ce que il y a d'autres choses en termes d'état d'esprit, en termes de mindset, pareil que tu vois la June d'il y a 3 ans par rapport à la June de maintenant, ou alors ce que tu vois, ce que tu fais vivre à tes élèves, c'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour toi en termes d'état d'esprit aujourd'hui? Alors, s'il y avait des points clés vraiment pour une transformation globale, j'aime pas trop le mot transformation, on va dire plutôt une ascension ou une évolution globale. Bah, dans ce qui est l'état d'esprit, je pense vraiment que c'est, je l'ai déjà dit, donc je ne sais pas s'il faut le redire, mais c'est vraiment de savoir pourquoi on fait les choses, mais pas le pourquoi, ok, je veux perdre 10 kilos pour me sentir bien. Non, c'est pas juste pour te sentir bien, parce que derrière, il y a beaucoup d'autres choses qui relèvent vraiment de la sphère émotionnelle, mais peut-être même de la sphère sociale, de comment tu es perçu, comment tu te perçois, de ce que ça va impliquer justement dans tes relations amicales, amoureuses, familiales. Et parfois, certaines personnes ont peur justement du changement à cause des changements que ça va apporter sur tous les plans, tous les plans sociaux, en fait, tous les plans sociaux, mais peut-être même, peut-être même les plans professionnels, hein, les interactions professionnelles, comme ça. Et oui, voilà. Et aussi, quels investissements on est prêt à faire. Parce que quels investissements on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est lié, hein, forcément. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, ça y est, là, c'est cette année, je change, je mets tout ça en place. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et en fait, ça nous fait peur. Et on est plus dans l'immobilisme que dans les petits pas ou les avancées ou la progression. Donc, au final, on est dans un état d'inertie et pas dans un état d'avancée, quoi. On n'est pas prêt à mettre une énergie dans un certain domaine. Donc, je ne dis pas qu'il faut sacrifier, en fait, quand on fait des changements, il ne faut pas sacrifier sa vie sociale, sa vie professionnelle ou certains aspects de sa vie, mais en fait, il faut se demander où est-ce qu'on veut mettre les priorités et de quelle manière on veut hiérarchiser, de quelle manière on veut hiérarchiser les choses, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'être plus structurés et de ne pas perdre le pied, en fait. Peut-être que si on va, tout le monde n'est pas capable d'aller à 100% dans tous les domaines d'une transformation physique et mentale. Tout le monde n'est pas prêt à être focus à 100% sur l'entraînement, focus 100% sur l'alimentation, focus 100% sur l'hygiène de vie, sur le fait d'être actif. Mais peut-être que si on se dit, OK, ce mois-ci, je vais mettre vraiment le focus sur l'alimentation. Donc, je vais quand même continuer à m'entraîner, mais peut-être que là, mon focus, il sera vraiment sur l'alimentation. Et le mois prochain, peut-être que je ne vais pas complètement relâcher l'alimentation, étant donné que j'aurai déjà des habitudes qui se seront ancrées après un mois, mais je vais mettre plus le focus sur mon entraînement. Je vais essayer de mieux faire, de vraiment prêter une attention différente, de mettre mon énergie plus là-dedans. Et en fait, le fait de mettre ces petits points d'ancrage, étant donné qu'ensuite c'est ancré, ça devient des habitudes. Et à partir du moment où ça devient des habitudes, les automatismes ne sont plus à... C'est moins d'énergie dépensée, en fait. Donc voilà, je pense que ça, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Et voilà, moi, par exemple, il y a des choses où j'ai beaucoup moins d'énergie, comme je te disais, pour structurer, par exemple, mon business, ma compta, l'envoi d'une newsletter, la gestion des réseaux sociaux. Mais en fait, ma priorité actuellement,
dans mon business, elle n'est pas là. Dans mon business, ma priorité, elle est à mes élèves. Comment je m'occupe de mes élèves et comment je leur procure la meilleure expérience de coaching possible. Donc, voilà, moi, ma priorité, elle est là pour le moment. Peut-être que dans quelques mois, ça va être ma priorité, c'est de créer une plateforme, un e-book, j'en sais rien, enfin d'ailleurs c'est en cours, mais voilà en fait mon énergie actuellement avec tout ce que j'ai à côté, qui est aussi mon sport, la préparation de compétition, je ne l'ai pas à faire d'autre chose. Donc si j'avais des étapes clés à donner pour la transformation, on en revient un peu à la question initiale, c'est de mettre des focus, des attentions, mois par mois, et aussi de trouver vraiment pourquoi on fait les choses et peut-être l'écrire. Qu'est-ce que ça va nous amener de bien? Qu'est-ce que ça va nous amener de pas bien, peut-être, ces changements? Et voilà, pourquoi on entrevoit, en fait, quel est l'aboutissement de tous ces changements? Qu'est-ce que nous, on veut pour nous, en fait, pour se sentir bien? C'est quoi ce dont on a réellement besoin pour se sentir bien dans son corps? Peut-être que c'est pas vraiment perdre 10 kilos. Peut-être qu'en fait, il faut vraiment travailler l'acceptation de soi plutôt que de perdre 10 kilos. Et enfin voilà, c'est des choses qui se travaillent simultanément, mais parfois c'est bien de se pencher vraiment sur le fond du problème plutôt que la forme du problème. Parfois, c'est vrai que c'est plutôt, certaines choses, en fait, c'est en allant les travailler à la racine que vraiment le problème se résout, parce que sinon, c'est un peu, c'est comme si, on soignait que les symptômes d'une maladie au lieu d'en traiter la cause, quoi. C'est ça, exactement. Mais oui, pour rejoindre un peu ce que tu dis, ça aussi, ça se fait petit à petit. Pour certaines personnes, on ne peut pas travailler à la racine, justement. On sera obligé de commencer par certaines arborescences. Tu as des personnes pour qui ça va être beaucoup trop compliqué de remonter à la racine du problème. Même moi, ça a mis des années, et même peut-être que j'ai encore certains mécanismes qui font que dans certains domaines, je me sabote, hein. Pas dans le sport, mais sur d'autres aspects. Et en fait, je suis peut-être pas complètement prête, même si je l'ai conscientisé, j'en ai conscience, mais voilà, j'en suis encore aux arborescences, j'arrive pas tout à fait à remonter aux racines du problème. Et donc, que ce soit en termes de mindset, de physique, enfin voilà, peu importe les domaines, en fait, le fait de commencer aux arborescences, parfois, c'est nécessaire pour remonter à la racine parce que ça peut être trop brutal d'aller directement à la racine du problème. Et certaines personnes sont tout simplement pas prêtes à regarder les choses en face, mais aussi à faire ce travail d'introspection très profond vis-à-vis d'elle-même. Oui, tout à fait. Et puis parfois, effectivement, on n'est pas prêt, mais parfois, comme tu le dis, c'est juste qu'on ne se rend pas compte non plus et qu'il faut faire le chemin pour se rendre compte de ce qu'il y a caché derrière l'arbre, derrière la forêt, derrière, etc. Et en fait, il faut avancer, cheminer pour le savoir, parce qu'en fait, on est trop loin de la racine et il y a besoin d'étapes intermédiaires aussi, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Ça marche. Alors, oui, il y avait une question que je voulais te poser aussi, parce que du coup, on en avait parlé un petit peu, moi, c'est un truc qui m'avait marqué un petit peu quand on a fait nos points hebdo, donc pas dans ce podcast-là, mais à côté. Tu revendiquais un peu aussi le fait, quand on parlait des réseaux sociaux, il y avait un côté un peu où tu t'énervais légèrement, on va dire, contre ce qui se passait sur les réseaux sociaux, autour de ta concurrence en tout cas, ou de tes collègues, on va dire, de coach sportif. Et tu revendiques, toi, le fait que tu n'as pas envie de faire non plus comme tous les autres, que tu as envie d'être toi-même aussi, et que c'est quelque chose aussi qui t'énerve, que ta façon aussi de voir les choses et de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce que...
enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est ce côté aussi authentique et le côté où tu avais vraiment, tu assumes qui tu es, en fait, et tu fais pas vraiment comme ce qui pourrait être à la mode et te rapporter 100 000 likes, mais voilà. C'est pas forcément pour ce que tu as comme contenu, mais pour ce qui, voilà. Oui, oui. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Qu'est-ce qui est important pour toi en fait de transmettre? Comment tu assumes justement qui tu es par rapport à toute cette concurrence-là? Ouais, bon, alors déjà, il y a pas, effectivement, il y a certaines pratiques ou certains contenus qui a tendance à m'agacer, à m'irriter un petit peu, mais sur Instagram, maintenant, il y a aussi du très, très bon contenu, très qualitatif, surtout en ce qui est, enfin, pour ce qui est du domaine du sport, de la musculation, il y a aussi de très bons créateurs de contenu, des choses que moi, je serais, enfin, que je pourrais peut-être faire si je m'investissais là-dessus, mais que je ne prends pas forcément le temps de faire. Donc voilà, il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte. Il y a du très mauvais et il y a du très bon. Il y a vraiment les deux. De toute façon, c'est comme ça, et ça, c'est dans tous les domaines de la vie et dans tous les métiers, hein. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais pour plutôt aller sur ce que j'ai envie de transmettre via les réseaux, qui peut un petit peu différencier de mes collègues, concurrents et voilà, et de ce qui se fait actuellement dans le domaine du fitness et plus précisément de la musculation. Je pense c'est essayer de démocratiser certaines bonnes connaissances, des connaissances plus pas scientifique, parce que je vulgarise énormément, même si moi-même je lis beaucoup d'articles scientifiques, j'essaie de vulgariser, mais vraiment pas vulgariser comme on parlerait d'un article scientifique à quelqu'un qui s'y connaît, mais plutôt de vulgariser pour quelqu'un qui ne s'y connaît qu'assez peu, en fait, qui est assez débutant. Et pour lui faire comprendre, en fait, que bah voilà, l'alimentation, l'entraînement, c'est comme ça. Enfin, pas c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça, c'est une des possibilités que moi, j'applique sur moi-même et sur mes élèves qui fonctionnent, que tu peux faire, en fait. Et un petit peu, comment dire, bah, démystifier certaines choses qu'il y a autour de la musculation aussi, parce que, ouais, il peut y avoir tellement de merde. Non, mais il peut y avoir tellement de bullshit, en fait, par rapport à ça. Et c'est assez énervant parce que c'est des personnes qui, étant donné qu'elles ont un physique très avantageux, soit parce qu'elles s'entraînent depuis longtemps, soit parce qu'elles sont dopées. Ça aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dopées, même si une personne qui ne s'y connaît pas ne va pas le penser. Mais enfin, moi, maintenant, je sais très bien reconnaître ce genre de choses. Donc voilà, ensuite, il y a des personnes qui s'entraînent depuis très longtemps et qui ont un physique, mais qui vont quand même propager du bullshit parce que bah, ça fait des likes, ça fait des vues, parce qu'elles ont un produit à vendre derrière. Donc voilà. Sauf que de manière générale, bon, bah, soit ça motive les gens, c'est super, parce que on peut prendre un exemple concret. J'ai rien contre la personne, hein, absolument rien. Sissi Mua, elle fait des choses qui, moi, ne me parlent pas du tout. Ensuite, là, elle a beaucoup fait appel à différentes personnes. Donc, voilà, ça englobe plein de choses. Mais moi, déjà, sa manière de communiquer, bah, c'est pas moi. Enfin, voilà, tout ça. Mais elle motive les gens. Elle fédère les gens. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. En revanche, il y a certaines choses, voilà, genre cardio, brûle-graisse, cible ton bas du fessier, cible ton gras du ventre. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. On ne peut pas cibler une perte de gras. On ne peut pas cibler une perte de gras avec un entraînement. Donc ça, par exemple, c'est des choses sur lesquelles ça m'énerve. Je ne rebondis pas forcément dessus parce que voilà, il y a des clients pour tout le monde. Les clients de Sissi Mua ne sont certainement pas les personnes qui vont venir vers moi parce que c'est complètement différent la façon de communiquer, de parler. Mais voilà, moi, ce que j'essaie de faire, je pense, sur mon Instagram, même si bon, bah, je ne suis pas non plus la personne qui poste le plus sur les réseaux sociaux, c'est plutôt de démocratiser les bonnes connaissances autour de la composition corporelle, autour de l'alimentation, autour de l'entraînement, pour
pour atteindre ces objectifs pour un public qui est débutant à intermédiaire, on va dire, et qui souhaite évoluer, progresser. Donc, je pense aussi que je m'adresse vraiment à une catégorie de personnes. Je ne vais pas m'adresser à la personne qui veut faire 20 minutes d'entraînement et avoir le corps de Sissi Muar. Je ne vais pas non plus m'adresser à la personne qui recherche des recettes fitness, étant donné que je ne cuisine pas très peu. Enfin, je cuisine, mais de manière très brute, en fait. Enfin, de manière très brute, de manière simple, quoi. De manière simple, je ne fais pas des recettes fitness, tout ça, ce n'est pas mon truc. Donc voilà, j'essaie de communiquer autour de ça et le fait d'assumer qui on est, peut-être, c'est un truc, je pense qu'au début, j'avais un peu de mal avec ça, assumer qui je suis et peut-être que j'ai encore un petit peu de mal à être complètement transparente, même si je montre beaucoup de mon entraînement, beaucoup de mon travail. Je ne montre pas spécifiquement de ma vie perso. Je ne montre pas spécifiquement de mes traits de caractère qui ont parfois tendance à être colériques. Je suis une personne très impulsive. Et voilà, en fait, c'est juste, je choisis de montrer certaines choses. Je pense que l'authenticité, c'est super, mais le fait qu'Instagram soit mon premier réseau social d'acquisition de clients, je pense d'acquisition de clients, mais de professionnels, on va dire, je pense que j'ai aussi du mal à évaluer les différences pro-perso à faire. Donc voilà, je n'ai pas tant de de choses à dire là-dessus sur le fait d'être complètement authentique parce que je pense que je pourrais l'être encore plus, même si je n'invente rien, je suis fidèle à moi-même, je ne m'invente pas de vie en fait, je m'invente pas de vie. Quand j'ai envie de poster, je poste. Quand j'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Là, par exemple, après, comme je t'ai dit, ma semaine de break à Toulon chez mon copain, en fait, j'avais pas envie de poster, j'avais pas envie d'être sur les réseaux, j'avais juste envie de regarder la story de quelques amis entrepreneurs ou collègues ou de mes élèves, mais j'avais pas du tout envie de faire des posts, j'avais pas du tout envie de montrer des stories de plage ou des choses comme ça, et j'avais juste envie d'être loin d'Insta, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça me permet aussi de remettre certaines choses en perspective, dans le sens, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Je pense sur Instagram, on se perd beaucoup. Je m'en suis rendu compte aussi ces dernières semaines avec le fait de vouloir être justement très présente, le fait de vouloir communiquer. Parfois, ça absorbe l'énergie, Instagram, je trouve. Ça absorbe l'énergie, ça l'absorbe et ça ne la rend pas. Ça ne la rend pas et je trouve ça très énergivore. J'ai du mal encore à trouver complètement mon compte dans ce réseau social parce que j'ai du mal à déterminer ce que je partage et ce que je ne partage pas. Et c'est vrai que voilà, mais j'essaie d'être quand même un petit peu plus qui je suis et de transmettre des connaissances, de la motivation aussi peut-être, de la motivation et mon parcours en fait. Je pense que je pense qu'à la base, je voulais surtout montrer mon parcours, pas pour qu'on se compare, mais simplement pour montrer que c'est possible en fait. C'est possible de passer d'une vie d'une ex-teufeuse, fumeuse, qui n'est pas du tout à l'écoute de son corps, qui n'a pas confiance en elle, qui est très colérique, qui ne s'assume pas, qui ne se supporte pas en photo, à quelqu'un qui est déterminé, qui sait pourquoi elle fait les choses, qui a plus confiance en elle. Je ne dis pas que j'ai 100% confiance en moi, mais je pense que mon niveau de confiance en moi est quand même au moins 80% supérieur auparavant. Donc voilà, et inspiré aussi par rapport à mon évolution mentale, mais aussi physique, parce que, ok, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus musclés que moi, qui sont beaucoup plus impressionnants que moi, mais en fait, juste moi, quand je vois mon parcours du fait que j'étais pas du tout sportive et comment je suis maintenant, je me dis, ah
ah ouais, quand même. Donc, je pense que c'est ça, c'est vouloir inspirer les gens par mon parcours et par mon cheminement et leur montrer que c'est possible si on y met de la détermination, de l'investissement et de la rigueur. Okay. Donc effectivement, j'entends de plus en plus d'authenticité. T'en as encore sous la pédale, mais une vraie volonté de partager un parcours et de partager un peu le réel de ce parcours-là aussi, de qu'est-ce que ça veut dire et que c'est possible aussi pour les gens qui te suivent. Alors, si jamais ça intéresse d'ailleurs certains d'entre vous, vous pouvez suivre June sur Instagram. Son compte, alors je le remettrai dans la description du podcast, mais c'est JuneCoach74. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. June, du coup, petite question aussi sur la suite. Tu m'as parlé d'un workbook en cours. C'est quoi les projets là justement? Qu'est-ce que tu as en cours? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Alors là, actuellement, je travaille déjà sur... en fait, voilà, ça fait partie des choses que j'ai du mal à structurer. J'ai toujours 1000 projets en cours, ce qui fait que je n'aboutis pas forcément à ces projets. Donc voilà, donc ça fait plus d'1 an que j'ai différents projets et que, en fait, je les regarde, puis je fais d'autres choses, puis je reviens dessus. Enfin bon, bref, voilà. On voit tout à fait le truc. Mais là, tout d'abord, ce qui va très bientôt sortir, c'est... une programmation indépendante, donc ce n'est pas un suivi, mais ça va permettre aux personnes qui hésitent à prendre un suivi, parce qu'il faut dire ce qui est le suivi, c'est aussi un investissement. Ça va leur permettre de toucher déjà un petit peu à ce que je propose par le biais de l'entraînement. Pour voir un peu 6 semaines d'entraînement avec des outils de suivi pour se suivre seul. Mais voilà, avec quand même 6 semaines structurées en fait d'entraînement. Donc voilà, avec des très beaux, des tableaux très travaillés, avec beaucoup d'alternatives de mouvements. Donc quelque chose que j'ai quand même, j'ai mis du cœur à l'ouvrage, j'ai bien travaillé. Enfin, j'ai bien travaillé. J'ai essayé de faire ça lisible, clair et que, ce soit facile d'utilisation. Et à côté de ça, il y a 2 autres projets. Donc, il y avait un projet de plateforme privée, en fait, de plateforme qui, à la base, était pour mes élèves, que j'avais commencé à mettre en place en 2021. Puis, j'avais changé de plateforme. Ça devait être sur mon site. Mais les développeurs qui s'occupent de mon site sont toujours... c'est toujours en cours de construction, donc ce n'est toujours pas terminé. Où en fait je souhaite répertorier beaucoup de vidéos que je fais moi sur, sur l'alimentation, l'entraînement, le lifestyle, le mindset. Et ça serait comme une bibliothèque, un peu comme la BSB en fait. Une grande bibliothèque où il y aurait plein de vidéos différentes sur plein de thèmes différents. Et j'aimerais même, ça c'est un peu nouveau, intégrer quelque chose de ludique, un peu au style de la BSB, où il y aurait, je ne sais pas, un petit quiz à la fin, quelque chose à mettre en place, à appliquer, pour que y ait une meilleure rétention d'informations. Je ne veux pas que les personnes suivent passivement la vidéo et il n'y a rien qui est retenu. Et en fait, donc j'ai commencé à faire quand même pas mal de vidéos. Et le truc, c'est que il manquait ce petit truc qui fait que voilà, c'est ludique un petit peu, qu'on a envie d'écouter. Donc voilà, c'était un premier jet. J'ai quand même mes élèves qui ont écouté, qui se sont intéressés. Mais voilà, là, le but, c'est vraiment d'améliorer ça, d'améliorer la... comment dire, je ne sais pas le mot, mais je n'ai pas le mot dans la tête, mais d'améliorer un petit peu l'interaction qu'il y aura par rapport à ces vidéos et à cette transmission d'informations. Et il y a aussi un e-book, donc pas un workbook, mais non, pas vraiment un workbook, plutôt un e-book comme un guide sur qu'est-ce que c'est la recomposition corporelle et comment procéder pour le faire. Donc, autour de l'entraînement, l'alimentation et le style de vie. Donc, celui-là, il est très avancé, mais j'ai beaucoup de mal à le finir. Il est presque entièrement écrit. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il est presque entièrement écrit, mais à chaque fois, en fait, je réintègre différentes informations. Je mets différentes choses. Je me demande aussi, est-ce que je dois changer ma façon de parler? Je réfléchis à beaucoup de formes, mais j'ai tout mon fond. J'ai tout le fond qui est là et maintenant, je réfléchis beaucoup à la forme.
Et Ok. voilà, je réfléchissais, est-ce que c'est un e-book? Est-ce que ça va être une formation? Est-ce que je fais des vidéos? Mais bon, donc voilà, c'en est à ce stade. Donc, pas mal de projets. Mais le cœur de mon métier, ça reste le coaching, le suivi. Donc voilà. Ok, ça marche pas mal de choses en cours, justement. Alors là, j'entends la première chose, ça sera cette petite, enfin petite, non, quand même, gros entraînement de 6 semaines. Programmation. Je sais pas si à la sortie de ce podcast, tu le seras en ligne ou pas, mais dans tous les cas, dès que c'est en ligne, je rajouterai dans la description. Donc ceux qui entendent l'épisode, peut-être le jour de la sortie, vous l'aurez peut-être pas encore, mais pour les autres, je le mettrai par la suite. Alors, je précise juste que c'est quand même pour les personnes qui ont une expérience de la musculation, c'est pas pour les complètement débutants. Je ne sais pas du tout quelles personnes vont écouter, mais voilà, c'est pour les personnes qui ont déjà une expérience de la musculation et de la musculation en salle de sport. C'est Ok. peut-être qu'un jour je le ferai pour les complètement débutants, mais pour l'instant, c'est voilà. Juste pour préciser. Ça marche, ok. Pour qu'il n'y ait pas d'étonnement ou de surprise. C'est Voilà, c'est noté. ça. Ça sera précisé aussi, mais voilà. Ok. Alors, pour finir, une dernière petite question. Si tu avais une seule chose, un seul conseil à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ça serait de prendre du plaisir dans le processus, en fait. Ça serait de prendre du plaisir dans le chemin et à prendre autant de plaisir dans le processus que dans le résultat qu'on espère. Et de pas non plus être dans l'attente de ces résultats. Parce qu'une fois qu'on obtiendra ce quelque chose, ce résultat, bah, on voudra plus, en fait. La première fois que vous allez perdre, je sais pas, les 5 premiers kilos, ou la première fois que vous ferez, je sais pas, 100 kilos au hip thrust ou au soulevé de terre, vous vous direz, OK, maintenant, je veux 150. Donc, on sera jamais, ça c'est le propre de l'être humain, on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas attendre un résultat, enfin, pas désespérément, mais il ne faut pas attendre seulement le résultat, espérer seulement ce résultat, mais plutôt prendre du plaisir dans tout ce qui est le parcours vers ce résultat, dans le processus vers ce résultat, toutes ces choses qu'on met en place. C'est ça qui va nous donner envie de continuer, même dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, où on n'arrive pas à tout gérer, à tout faire. Le simple fait, peut-être que d'aller vous entraîner, ça va vous rebooster, vous donner envie. Il faut se rattacher à des petites choses, des choses simples qui font qu'on ait envie de poursuivre, de persévérer, de continuer. Et c'est pas parce que, je sais pas, un jour, vous allez vous peser, vous avez pris 1 kilo, que vous allez dire, oh mon Dieu, j'ai pris 1 kilo, c'est foutu, ça y est, j'abandonne. Bah non, en fait, c'est OK, c'est 1 kilo, c'est pas grave, on s'en fout. Semaine prochaine, peut-être que vous aurez perdu 500 grammes. Et puis quoi, en fait, c'est pas sur une semaine que ça se fait une évolution, il faut que ça se quantifie sur des années, en fait. C'est vraiment ça. Les gens pensent que après 12 semaines, 12 semaines de transformation physique, ça y est. Mais non, en fait, c'est que le début, c'est là, en fait, qu'il faut persévérer, s'accrocher, et c'est parce que ça doit devenir, en fait, des habitudes sur le long terme. Donc voilà, prendre du plaisir dans le processus et ne pas simplement espérer des résultats. Merci beaucoup, June. Merci Christelle pour ce moment. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram @ChristelleLachambre. CHRISTE2LE-LACHAMBRE. Le lien est en description. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, abonnez-vous pour être informé dès la sortie de nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!